Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Nikon. Alors vous le savez, cette année c'est les 100 ans de Nikon, c'est un bel anniversaire. C'est aussi les 10 ans de l'agence Nour. Voilà, l'agence Nour qui est une agence de photographes de grand talent dont Nikon est partenaire. Et on a voulu vous faire partager aujourd'hui un petit peu l'histoire de cette agence et puis des histoires en photographie réalisées par donc ces photographes de l'agence Nour. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir sur notre plateau Bénédicte Curzen, qui a posé ses valises à Paris juste pour nous. Donc déjà, merci beaucoup de venir nous rejoindre pour cette conférence. Merci de ta présence ici à Paris. Je voudrais qu'on commence peut-être par te présenter parce que voilà, vous êtes 15 photographes dans l'agence, vos sujets sont diffusés dans la presse nationale et internationale. Mais je voudrais déjà qu'on arrive à comprendre un petit peu d'où tu viens, qui tu es, et ce qui t'a amené à faire de la photographie documentaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler de sujets documentaires. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette photographie-là ? En fait, j'ai commencé assez jeune, je pense, à l'âge de 22 ans. À l'époque, je faisais partie, je suivais en fait toutes les manifestations anti-mondialisation qui avaient lieu en Europe, à Bruxelles, à Annemasse et à Gênes. Et une fois que j'ai eu fini mes études d'histoire et de sémiologie, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais et la photo, c'était un petit peu ce qui s'est imposé. Mon mémoire de sémiologie était consacré en fait au mythe du photographe de guerre. Donc j'ai pas mal eu le temps, enfin j'ai eu 1 an pour explorer cet univers à travers les livres et des récits et notamment le film qui était consacré à Jim Nartway. Rapporteur de guerre, et puis j'avais lu aussi à l'époque les bouquins de Patrick Chauvel qui m'ont bien inspiré. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ces photographes légendaires, mais voilà. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion et je suis allée en Palestine et en Israël, et puis en fait, je suis jamais revenue. D'accord, donc en fait, tu es installé, c'est vrai, aujourd'hui au Nigeria, c'est ça ? Ouais, alors je suis restée 2 ans au Moyen-Orient. J'ai couvert le retrait des colons de la bande de Gaza. J'étais basée à Gaza pendant pas mal de temps. J'ai aussi couvert un peu de la guerre en Irak. Et en fait, en 2005, j'ai déménagé pour des raisons personnelles en Afrique du Sud. Et en fait, depuis 2005, je couvre le continent africain. Enfin, ça ne veut rien dire comme ça, mais ouais, ça fait quasiment 12 ans que je balade mes valises tout autour du continent. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'au départ, tu avais plutôt une approche engagée, on va dire, par rapport à ce que les premières photographies que tu as produites sur les manifestations anti-G8 et compagnie. C'est ça qui motive ta photographie, c'est l'engagement ? Je pense que effectivement, quand j'étais étudiante, j'avais une certaine forme d'engagement politique, et en fait, le journalisme, à mon sens, est une certaine forme d'engagement. Je veux dire, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de fake news et que en fait tout le monde se dit un petit peu journaliste ou photographe juste en prenant un appareil photo, mais en fait la réalité c'est que suivre des règles d'éthique, recouper les sources, s'assurer que les informations qu'on véhicule, qu'on récupère soient les bonnes, et surtout aller sur des terrains qui sont parfois un petit peu compliqués. Tout ça fait que, moi je pense que c'est une forme d'engagement. Voilà, donc mon engagement politique s'est transformé au fil des ans, mais voilà. Voilà, parce que le journalisme, évidemment, le but du journalisme, c'est d'être objectif, mais ça n'exclut pas une part d'engagement personnel. Ouais, et puis je pense aussi que dans notre façon de vivre, après, je vais pas encourager les gens qui disent qu'on est politiquement drivé, mais c'est vrai que par exemple l'agence, et spécialement l'agence Nour, on est tous des photographes qui sommes très proches de nos sujets. Je sais pas si certains d'entre vous auront le temps cet après-midi, mais il y a Kadir qui va venir. Lui, il couvre les problèmes de changement climatique depuis plus de 10 ans. Tous les photographes de l'agence en fait ont un attachement particulier à tel ou tel sujet. Donc oui, dans ce sens-là, je pense que c'est un peu
Bah, notre cachet, c'est un peu notre cachet. C'est que l'agence Nour, c'est pas une agence neutre et on fait pas des images. On fait des images et on espère qu'elles auront de l'impact. Et vous produisez des histoires, oui, qui racontent notre monde sous l'angle d'une approche d'auteur sur le long terme. C'est vraiment ça qui vous caractérise. Exact. Donc, tu nous disais que tu es parti à Gaza au début. Au Gaza, c'était plutôt pour faire de la photographie de news. Ouais, alors moi j'ai vraiment commencé comme ça sur le pouce. En fait, je me suis retrouvée à Jérusalem et j'ai rencontré un photographe que j'avais rencontré à Perpignan l'année d'avant, parce que je m'intéressais déjà à cet univers et tout ça. Et il me dit, bah tiens, c'est bizarre, tu commences la photo. Moi, je viens juste d'ouvrir une petite agence de photo. Donc si tu veux, on peut bosser ensemble. Et voilà. Bon, après, je payais mes loyers en faisant la vaisselle dans un, dans un resto. Mais ouais. Et après, j'ai eu une chance incroyable. C'est-à-dire que tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des mecs géniaux. On parle beaucoup de misogynie dans notre métier. Mais je vais prendre un petit peu le contre-pied de ça. C'est que moi, j'ai toujours rencontré des hommes et des femmes. Des hommes qui m'ont beaucoup aidé, et pas pour des raisons personnelles, mais vraiment parce qu'ils avaient la passion de ce métier et parce que ils étaient incroyablement généreux. Donc ça a commencé avec Patrick Chauvel, oui. Et puis je pense qu'on va parler de Stanley. De Stanley, oui, c'est cette personne dont tu parlais qui t'avait dit qu'il avait monté une petite agence à l'époque, donc c'est Stanley. Non, c'était pas lui, c'était un autre photographe. Stanley, je l'ai rencontré à Bagdad. D'accord. Ouais. Je l'ai rencontré à Bagdad, c'était assez drôle parce qu'il était très proche du groupe d'amis que j'avais à l'époque. Et en fait, les journalistes en zone de conflit, on a toujours tendance, on est un peu grégaire quand on reste un peu entre nous. Et en fait, il était arrivé catastrophé dans le bureau de AP qu'on squattait tous pour des raisons logistiques, de transmission et tout ça. Et en fait, il venait juste de recevoir un paquet de Paris. C'était censé être un téléphone satellite pour pouvoir, lui, transmettre ses photos du terrain. Et en fait, c'est l'assistante de l'agence pour laquelle il bossait à l'époque lui avait envoyé simplement un combiné téléphonique qui servait absolument à rien. Donc ça, c'était la petite histoire dans la grande histoire. C'était la façon dont j'ai rencontré Stanley. Et puis après, on est devenus amis. Et en fait, Stanley, c'était quelqu'un d'incroyablement généreux. Moi, j'ai toujours rencontré, entendu parler de jeunes photographes, de jeunes femmes photographes qui voulaient aider, etc., etc. Et en fait, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bah voilà, je t'ai gardé à l'esprit et on est en train de monter un projet sur la violence faite aux femmes un peu partout dans le monde. Et il y avait des grosses pointures. Il y avait Philippe Blenkinsop, Kadir, Jodie Bieber... Enfin, tu vois, Genevieve Atwood, c'est quand même des gens que je regardais avec beaucoup d'admiration, que je regarde toujours avec beaucoup d'admiration d'ailleurs. Et il me dit, est-ce que tu veux en faire partie? Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, à 23 ans, quand on vous propose de faire partie d'un projet comme ça, vous y réfléchissez pas à deux fois quand vous dites oui. Et je suis retournée à Gaza et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire de la photographie documentaire. Je me suis... Voilà, c'était là le passage entre la news et le documentaire. C'était à l'occasion de ce projet que tu avais proposé, Stanley. Ouais. Mais j'ai continué à faire beaucoup de news après aussi. J'ai couvert les élections au Congo, les violences post-électorales au Kenya. Enfin, en Afrique, on est un peu... c'est aussi un peu inévitable, quoi. Il se passe toujours beaucoup... Il y a toujours une actualité assez intense. Et donc tu parlais de Stanley, donc il a été ton parrain dans l'agence Nour, Stanley. Ouais. C'est lui qui t'a aussi peut-être poussé vers l'agence à un moment donné. Ouais, c'est lui qui est venu me chercher. Parce que ça fonctionne comme ça. Hein. Chez Nour, c'est vous qui choisissez les gens que vous souhaitez voir vous rejoindre. En fait, on est une petite agence boutique, je dirais. Enfin, je sais pas si c'est un concept qui est très parlant, mais on est une agence en fait qui on est très peu de photographes. Et l'idée, c'est pas de faire du chiffre, mais d'être vraiment une agence collective, de fonctionner sur du collectif. D'ailleurs, la façon dont on est structuré le reflète. Tout notre système, notre façon de fonctionner reflète cet esprit de collectivité et d'entraide. Et en fait, quand on est dans une petite agence comme ça,
et peu de photographes, il faut absolument qu'on s'entende bien les uns avec les autres. Et c'est vrai que du coup, le côté perso est quasi aussi important que la qualité des photos. En fait, on recherche des gens avec lesquels on va bien s'entendre, qui ont quelque chose à apporter à l'agence au niveau individuel, puis aussi des gens avec lesquels on peut devenir pote. Ouais. Donc en fait, l'agence, avant que tu y entres, est-ce que ça a changé, ton regard sur l'agence a changé entre le moment où tu étais encore à l'extérieur et maintenant où tu es dans l'agence? Ouais, je pense que c'est devenu vraiment ma seconde famille en fait. C'est devenu ma seconde famille. Enfin, on a tous des liens les uns avec les autres qui vont bien au-delà de la relation photographie. Ouais. On est vraiment amis et on se soutient beaucoup. Et quand cette année nous a quittés, moi je l'ai vraiment senti. Enfin, c'était très très fort. Le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on se soit ralliés autour de lui aussi pour les derniers moments de sa vie et tout. Enfin, c'était c'est assez énorme, quoi. Parce que je pense que c'est rare de trouver ça dans l'absolu et aussi dans le milieu de la photo. Et donc ça, c'est l'aspect un petit peu personnel, mais du point de vue de la production des contenus, qu'est-ce qui différencie l'agence Nour d'autres grandes agences mondiales, qu'on comprenne un petit peu la spécificité de Nour? C'est difficile à dire parce que après ça dépend avec qui tu compares. Oui. Mais on entend parler, je pense que dans les journaux, on voit beaucoup passer des images de Reuters, Getty, AFP, etc. Nous, on fait pas de la masse, on produit pas de la masse, des masses d'images. On fait vraiment. Moi, j'ai envie de dire qu'on est quasiment la petite maison de haute couture, tu vois, de la photo. C'est-à-dire qu'on fait des projets qui sont en général assez bien ficelés. On travaille souvent ensemble. Je sais pas, je suis hyper fière en fait de l'agence dans laquelle je suis. Et tu peux en être fière parce que c'est vrai que c'est vraiment la dream team du photojournalisme et de la photo documentaire. C'est que des grandes signatures qui ont tous un parcours, une personnalité vraiment forte et des images et des sujets qui font vraiment, qui sont vraiment à la fois des choses d'actualité, mais que vous travaillez sur le long terme et que du coup vous travaillez avec beaucoup de pertinence. Ça, c'est mon regard à moi. Je voudrais qu'on parle un peu de tes images parce que du coup, dans une agence comme celle-là, est-ce que toi, tu choisis les sujets que tu produis? Comment ça se passe? Est-ce que puisque tu dis que vous êtes tous plus ou moins dans une démarche un petit peu engagée, est-ce que ça veut dire que vous ne faites que ce que vous voulez faire ou est-ce que vous êtes aussi vous avez des clients qui vous amènent serait trop beau. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que dans ce que vous couvrez que vous choisissez ou est-ce que vous choisissez vous ne choisissez pas et vous couvrez tout ce qu'on vous demande de produire? Moi, en l'occurrence, j'ai la chance de beaucoup travailler en commande en fait pour la presse, mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai toujours vécu dans des endroits où il y avait pas mal d'actu, pas mal d'intérêt. Et tu vois, par rapport à d'autres photographes qui vivent en Europe et qui sont envoyés à l'étranger, sur d'autres continents, etc. Moi, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, notamment pour des éditeurs photos, c'est que je vis sur place. J'ai vécu 8 ans en Afrique du Sud, ce qui facilite pas mal la circulation en Afrique. J'ai vécu, ça fait 5 ans que je vis au Nigeria. En plus, c'est un pays pour lequel il est compliqué d'avoir des visas, les billets sont chers, les hôtels sont chers. Enfin, tu vois, tout ça fait que j'ai eu pas mal de chance au fil des ans d'avoir en fait très peu de soucis à me faire concernant les commandes. Donc évidemment, le Graal, c'est de faire des projets qu'on aime. Ça, c'est toujours un petit peu le cas. Et moi, mon histoire de photographe fait que comme j'ai toujours beaucoup travaillé en commande, j'adore ça. J'adore le défi de quelqu'un vient me voir et me dit bon voilà, on va t'envoyer 4 jours sur le porte-avions. Je parle de ça en l'occurrence. Sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et tu as 48 heures pour faire un sujet de 16 pages. Ah, bon. Donc moi j'aime bien ce côté un peu adrénaline et travailler très très vite.
pour des clients et en général ça se passe bien. Donc là en l'occurrence c'était exactement ça, on avait 48 heures sur le porte-avions Charles de Gaulle qui était au large, enfin entre le Liban et Chypre et ça s'est super bien passé. Ça c'était une commande pour GQ en l'occurrence. Et donc tu nous disais que vous étiez tous très attachés au sujet que vous couvriez, que vous aviez une forme d'éthique par rapport à ce que vous voulez couvrir. Ça t'arrive des fois de refuser des commandes par rapport à des choses que tu ne souhaites pas Là, couvrir. en l'occurrence, c'est marrant parce que ce sujet spécifiquement, c'est te dire à quel point certains d'entre nous dans l'agence ont une espèce d'éthique assez hyper pointue. Ça, c'est un sujet aussi qu'un autre photographe qui a été proposé à un autre photographe et à moi-même. Et l'autre photographe a refusé parce qu'il avait l'impression que ça faisait la promotion d'Asso. Ouais. Donc il a refusé de faire le sujet et moi j'ai accepté parce que je pense qu'il y a de belles histoires humaines aussi derrière, donc on a chacun un peu notre perspective. Mais ouais, ça m'est arrivé. Par exemple, dans l'agence, on a régulièrement des demandes pour travailler pour des boîtes pharmaceutiques, pour travailler... Enfin, tu vois, on a été approché. Moi, je travaille au Nigeria. C'est un pays qui est producteur de pétrole. Mais en l'occurrence, je m'interdirais de bosser pour Total ou une autre compagnie pétrolière. C'est compliqué de justifier ça, en fait. C'est compliqué de... Alors après, si on gratte, évidemment, tout le monde est impliqué d'une façon ou d'une autre. À différents degrés, oui. Oui, à différents degrés. Mais je veux dire, moi, je sais, par exemple, que je ne bosserai jamais pour Total, quoi. Alors le partenariat, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une relation aussi un peu particulière entre Nikon et Nour. Nikon est partenaire de l'agence depuis 2009. Et notre partenariat, finalement, il n'est pas uniquement lié au matériel photo. Bien sûr, vous utilisez des matériels photo Nikon. Mais on travaille aussi ensemble sur des choses qui ont trait vraiment à l'image. Et avec, pour exemple, cette année, au mois d'octobre, a eu lieu le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Et pour un petit peu célébrer nos anniversaires, et nous avons organisé un workshop et nous avons produit une exposition. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette relation, justement, de ce que vous apporte, vous, le fait de travailler avec une société comme Nikon. En fait, on va d'abord, je pense que pour un photographe, on saute un peu ce chapitre, mais je trouve que le côté Nikon, juste le fait de nous filer des appareils photo à tester, de les emmener sur le terrain, de vous donner des feedbacks, le matériel, c'est important pour moi. C'est-à-dire que tu vois, sans appareil photo, on ne peut pas faire de photo, évidemment. Mais du coup, le partenariat, il commence là. Ensuite, c'est vrai qu'on va parler aussi de tout le programme éducatif qu'on a développé au fil des ans. Mais ça, c'est là, en l'occurrence, pour le festival de Bayeux, c'était super. Parce qu'en fait, ça m'a permis, vous nous avez aidés à terminer des projets que moi, j'ai commencé depuis très longtemps. Et en plus, à les exposer. Donc, c'est top. Enfin, tu vois, pour une agence, c'est génial de pouvoir et à la fois trouver un partenaire qui nous aide à produire et un partenaire qui nous aide à diffuser et à faire en sorte que nos photos sortent. Et là, en l'occurrence, je veux dire, les photos de Nour étaient partout, il y en avait dans le jardin. C'était une très belle exposition où on a réussi à réunir en plus tous les photographes de l'agence dans une même exposition. Ouais. Ce qui n'arrive pas souvent. Et c'était un thème super, c'était guerre... C'était conflit oublié, conflit de demain. Ouais. Et on va y venir parce que justement, donc, le sujet qu'on voit, l'image de droite, c'est le sujet que tu as exposé à Bayeux. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce sujet donc, qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Oui. Alors en fait, c'est un peu la raison pour laquelle... Ce sujet, c'est un peu la raison pour laquelle je me suis installée au Nigeria. C'est qu'en 2011, j'ai fait un gros projet sur la partie centrale du Nigeria. Et c'était vraiment, je ne sais pas si dans le public des gens connaissent un petit peu, mais ou ont entendu parler du groupe terroriste Boko Haram. Et c'était vraiment les débuts de ce groupe et les premières attaques et les attaques sur des prisons et sur des églises et tout ça. Et en fait, un sujet qui parlait de violence politique s'est transformé tout d'un coup en un sujet sur un groupe terroriste. Et en fait, ça fait depuis 2011 que je bosse là-dessus. Et en plus, là, je viens d'avoir une grosse bourse pour vraiment finir
Ben, ça va faire 6 ans que je travaille là-dessus, on and off évidemment. Mais voilà, ça c'était l'une des premières images qui étaient faites en 2011. Et voilà. Et dans l'expo qu'on a fait à Bayeux, j'ai mélangé à la fois des archives, mais aussi de nouvelles productions. Et en fait, votre soutien m'a permis d'aller au Niger, au Tchad. Et malheureusement, j'ai été refusée. Enfin, on m'a pas permis d'aller au Cameroun. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, ce que tu as produit, cette partie un peu récente que tu as produite, était plus sur le lac Tchad, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, le groupe, enfin, il y a eu en 2014, ils ont quasiment, enfin, ils avaient dans leurs mains toute la partie nord-est du Nigeria. Et depuis 2015 et les offensives militaires, et l'offensive militaire du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun, maintenant ils se sont complètement repliés sur le lac. Et de fait, je vais travailler pareil dans ces 4 pays à partir du mois de janvier jusqu'en avril. Alors tu couvres un sujet qui est effectivement compliqué. Ouais. Ces terrains de conflit, comment on s'en débrouille? Est-ce que c'est quelque chose qui génère un stress particulier, ou est-ce que c'est quelque chose auquel on finit par s'habituer, de travailler dans des conditions un petit peu stressantes ou difficiles? Bah, là, le stress, il n'est pas tellement lié à la situation, parce qu'il y a très peu de contacts et puis de toute façon, il est inaccessible. Donc la façon dont je travaille, c'est un petit peu en retrait. Et puis, je grappille des trucs. J'ai l'impression toujours de travailler en puzzle. Donc, je vais aller, tiens, on me donne l'accès. Là, c'était inouï. Ce sont des photos de 2015. Et l'armée nigériane, contrairement aux autres armées, est complètement paranoïaque et du coup rend l'accès aux journalistes très compliqué. Et par le plus grand des hasards, c'était au moment de l'élection présidentielle. Je devais faire le portrait du président de l'époque, Goodluck Jonathan, et je vais voir son conseiller et je lui dis, écoutez, tous les journalistes sont du côté tchadien pour couvrir la grande offensive contre Boko Haram, et les grands absents de toute la couverture médiatique, c'est quand même vous, quoi. Et une semaine plus tard, je recevais un coup de fil de l'état-major qui me disait, voilà, on vous attend demain matin à 7h et puis on part. Et en fait, ils m'ont embarqué pendant 4 jours où j'étais entre guillemets embed, mais c'était pas, enfin, j'étais pas avec les soldats, on était juste 3 journalistes que l'armée nous a baladés. Enfin voilà, ils nous ont baladés pendant 3 jours pour voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Donc voilà, on grappille ce qu'on peut. Et ouais. Ouais, c'est peut-être un petit peu tôt pour aborder des images. Non, mais ça c'est important parce que. Mais voilà, c'est aussi pour dire que ces sujets-là doivent être montrés parce qu'il y a des réalités difficiles là-bas dont on n'a pas forcément connaissance. Ouais. Et moi, je suis pas une grosse fan de faire des photos pour choquer les gens enfin voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et je pense que le fait que je travaille en longueur, ça me permet aussi de couvrir d'autres choses que des horreurs un petit peu sensationnalistes. Mais là, en l'occurrence, c'était hyper important parce qu'en fait, des photos de fausses communes créées sans doute par Boko Haram, enfin, on n'en voit pas, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est une photo qui a été faite par une journaliste qui est moi. Alors que sur les médias sociaux, il y a pas mal de photos qui circulent et on n'arrive pas à savoir si ce sont des photos d'où elles viennent et qu'est-ce que c'est. Et il y a beaucoup de propagande tout autour de ce qui se passe dans le nord-est du Nigeria, quoi. Donc voilà, travailler dans le sillage de ces hommes en armes, est-ce que ça permet quand même d'être un peu en relation avec les civils? Parce que finalement, la réalité, c'est ceux qui sont les plus touchés, ce sont les civils. Bah, une fois de plus, ça dépend des situations. Là, en l'occurrence, c'était toujours lors de ce voyage. Oh. C'était encore avec l'armée. Donc quand tu es avec l'armée, c'est aussi la raison pour laquelle moi j'aime pas trop bosser avec les armées ou du côté d'hommes en armes, quels qu'ils soient d'ailleurs.
c'est que en fait, les gens t'associent du coup, les civils t'associent du coup à une certaine forme de violence. Parce que l'armée nigériane est réputée aussi pour son extrême brutalité. Ils ont commis beaucoup de crimes, comment on dit en français, extrajudiciary, enfin des crimes commis en dehors du cadre légal. Donc j'ai pas un goût particulier pour les embeds et pour ce genre de choses, mais si c'est la seule façon de pouvoir travailler et de se rendre dans des endroits qui sont autrement impossibles d'accès, bon ben voilà. Donc là, c'était dans l'un de leurs hélicoptères. Mais par exemple, du côté tchadien, ça c'est à Maïdougouri, c'est à l'abattoir. Mais du côté tchadien, et puis on arrive quand même à naviguer dans les sphères civiles. Ouais. Et au Niger, c'est pareil. Au Niger, je suis en contact direct avec les gens. Et le fait de travailler en Afrique, tu travailles malgré tout avec des fixeurs quand tu te déplaces sur ces zones-là, ou tu préfères travailler seul? Non, à chaque fois, c'est très différent. Une fois de plus. Alors les fixeurs, pour peut-être expliquer déjà ce que c'est un fixeur. En fait, ce sont des gens, souvent ce sont des journalistes locaux qu'on engage pour faciliter en fait la relation et les accès et les interviews, et qui font office aussi de traducteurs. Donc dans des zones, dans des endroits comme Lagos où il se passe pas grand-chose, ça peut être assez agréable. Mais dans des zones de guerre ou de conflit, ce sont des gens qui sont extrêmement importants et qui nous permettent de faire notre métier, et qui souvent le font au risque de leur vie. Donc moi, j'ai la chance, dans tous les endroits dans lesquels je vais, d'avoir, au fil des ans, développé un réseau. Un réseau de gens que je connais, que j'appelle, que j'interviewe. Et en général, je m'en remets à ce réseau-là. Donc, je ne peux pas dire que je fais appel à des fixeurs, parce que j'engage personne à proprement parler. Mais en général, je dors chez les gens. Enfin, voilà. Ouais, et puis de toute façon, il n'y a pas d'hôtel. Donc, Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive finalement à rentrer plus profondément dans le sujet, c'est d'être vraiment immergé dans les situations que tu couvres ou que tu documentes. Ouais. Et là, en l'occurrence, alors pour expliquer un peu comment arriver, par exemple, dans un petit village de pêcheurs sur les bords du lac Tchad, j'ai rencontré lors d'un rassemblement politique le gouverneur de la région, parce qu'il faut des autorisations pour tout, comme c'est des régions sensibles. J'ai rencontré le gouverneur, qui ensuite m'a présenté un chef traditionnel, qui lui-même m'a présenté un petit chauffeur de moto, et voilà, et on a discuté de ce que je voulais faire, de ce que je recherchais, et de ce que je voulais couvrir. Et en fait, c'est le chef traditionnel qui m'a, Boudouma en l'occurrence, qui m'a permis d'avoir accès à ces endroits. Alors comment ça se passe pour photographier ces gens-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes de chez nous en matière de droit à l'image? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec des autorisations des personnes que tu photographies? Comment ça se passe pour gérer tous les aspects de représentation des personnes? En fait, ça dépend des sujets qu'on fait. Une fois de plus, il s'agit quand même d'être assez scrupuleux quand on parle de règles éthiques. Donc c'est vrai que par exemple sur certains sujets, spécialement tous les sujets qui sont liés à Boko Haram, il y a eu beaucoup de violences sexuelles. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais moi, je m'interdis de photographier les femmes à visage découvert qui ont subi des violences sexuelles. C'est très compliqué. Et en plus, on fait face à des populations qui sont en général très peu éduquées à l'image. Je veux dire, ce sont souvent des fermiers, des paysans qui ont un pauvre Nokia, qui n'ont pas d'accès à Internet, qui n'ont pas d'accès à la presse. Donc même l'idée de leur expliquer ce qu'on va faire avec des photos, même s'ils donnent leur consentement comme ça, il y a un rapport de pouvoir qui est totalement déséquilibré. Donc ouais, ça rend les choses assez compliquées. Mais je pense que l'une des solutions, c'est d'abord d'en parler très ouvertement. Et aussi, effectivement, sur des choses plus sensibles, effectivement, de faire signer des papiers aux gens, de prendre le temps
de leur expliquer. Est-ce que quand tu rencontres des sujets, alors je ne sais pas, tu peux peut-être nous dire de qui il s'agit sur ces images? Ouais, alors ça, ce sont des chasseurs traditionnels. Alors, ce ne sont pas des gens qui font partie de l'armée, mais ils travaillent avec l'armée. Et ils ont été clés, ils sont clés dans tout le combat contre Boko Haram parce qu'ils connaissent parfaitement le terrain et la brousse. Et en fait, c'est entre guillemets eux qui guident l'armée pour trouver les camps du groupe terroriste, quoi. Voilà, donc ils utilisent ce qu'ils appellent des charms. Les fusils qu'ils utilisent sont en général des fusils qui sont faits par eux-mêmes. Tout ça a l'air un petit peu archaïque, mais ils ont une connaissance du terrain qui est absolument clé pour combattre, pour combattre Boko Haram. Et donc sur ces images de portrait, j'imagine qu'il y a des histoires qui vont avec ces images, parce que c'est pas ramener un portrait, c'est une chose, mais la légende de l'image est des fois aussi importante que l'image elle-même. Ouais. Alors ça, on parlait de droit à l'image et là j'ai passé, ce sont des portraits que j'ai faits après avoir passé 3 jours dans un camp au Niger, dans une petite ville qui s'appelle Goudou-Maria. C'est un camp qui a été créé par le gouvernement il y a très peu de temps et ce sont d'anciens membres de Boko Haram et qui se sont rendus. Et qui m'ont laissé les interviewer et j'ai travaillé avec un journaliste du Monde. J'allais poser la question, est-ce que c'est toi qui fais justement toute la rédaction autour de tes images ou est-ce que tu travailles régulièrement avec des journalistes de presse écrite? J'ai une chance incroyable parce que j'ai rencontré donc Johan Tilwin. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisaient Le Monde et Le Monde Afrique en particulier, mais c'est un journaliste de grande qualité et on est tous les deux complètement obsédés par le lac Tchad et Boko Haram et toutes les questions de cette région. Et en fait, c'est avec lui que j'ai fait ce sujet-là en août et aussi pour vous, pour Bayeux, quoi. Pour Bayeux. Donc c'était bien, on faisait d'une pierre deux coups. Voilà, donc tu rentrais chez les gens. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? J'imagine qu'avant de photographier, il y a quand même un peu de temps, tu passes un peu de temps avec les personnages. Il y a les rudiments de la politesse. Oui, bien sûr. Non, mais au-delà de ça, est-ce que... J'aime bien cette photo parce qu'en fait, on voit pas immédiatement pourquoi. En fait, aussi dans le métier de photographe documentaire, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'une photo fonctionne pas sans légende. Donc là, on vous montre des photos, et du coup, je suis là pour faire les légendes en live. Cette jeune fille, en fait, elle a 18 ans maintenant, mais elle a été kidnappée par Boko Haram il y a à peu près 3 ans. Et en fait, ils l'ont recrutée un jour, ils lui ont dit, bon, bah voilà, tu pars avec 4 autres personnes. Et ils transportaient, elle ne le savait pas, ils transportaient des charges d'explosifs pour faire un attentat dans la ville qui est juste à côté de chez elle. Et dans l'attentat, en fait, ils ont été découverts par les locaux et les explosifs ont été déclenchés. Il y a eu 3 morts, une personne s'est enfuie et elle a perdu ses 2 jambes. Et ce que je trouve très beau dans cette photo, c'est son sourire à elle et c'est surtout le fait que on voit pas nécessairement le fait qu'elle ait plus ses jambes. On voit que derrière elle il y a effectivement une chaise roulante, mais c'est pas la première lecture qu'on la remarque. Ouais. Et moi je trouve que c'est toujours important, surtout en Afrique, on est sur un terrain extrêmement sensible avec des sensibilités très particulières. Post-colonial, sur des sensibilités très particulières de victimisation, où il y a toujours beaucoup d'attention vis-à-vis des ONG internationales, etc. Du coup, on a mis en place, nous, en Europe et dans les médias dominants, toute une rhétorique de victimisation des Africains. Alors, et moi, j'aime bien souvent raconter leur histoire, mais pas toujours les victimiser, quoi. Voilà. Et je pense que moi, c'est ce que je ressens quand j'ai fait cette photo et c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai rencontrée, cette jeune fille, c'est que c'était pas une victime. Elle va à l'école, elle a repris sa vie, elle est incroyable.
Alors on voit, je ne sais pas si vous avez fait attention aux petites légendes qui sont à côté des images, si on peut parler juste un petit instant de technique. Oui. Donc cette image, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac photo, avec quoi parce que quand on va travailler sur des terrains comme ça, des terrains où on a besoin à la fois d'avoir du matériel pour amener des bonnes images, mais travailler des fois aussi de manière plus discrète, qu'est-ce que toi tu utilises comme matériel? Quels sont tes boîtiers objectifs de prédilection? Moi je suis devenue une dingue du Coolpix. Le Coolpix A, voilà, c'est celui-là. C'est un boîtier qu'on a produit il y a 4 ou 5 ans. Ouais, voilà. Qui est un petit boîtier absolument magique. Parce que souvent, le problème en fait aussi, c'est que je trouve parfois sur ce genre de terrain, faut travailler vite et faut travailler discrètement. Et en fait, les gros boîtiers sont super quand je fais des commandes. Une qualité d'optique, tu vois, je travaille avec un 58 mm, un 35 mm, enfin des super matos. Mais quand je fais mes projets perso comme ceci, curieusement, je me sens beaucoup plus à l'aise avec un petit appareil comme ça. Et puis surtout, je l'utilise en faisant les photos à partir de l'écran. Et du coup, les gens peuvent voir mon visage tout le temps et c'est vachement moins intimidant qu'un gros boîtier. Donc voilà, en fait, je travaille quasiment plus qu'avec ça. D'ailleurs, fais gaffe, je risque de te le piquer. Ok, je le range. Je voudrais qu'on termine parce que tu parlais justement tout à l'heure aussi de projets sur le long terme, mais qui viennent un peu en fil rouge de ton travail, notamment une thématique par laquelle on a commencé tout à l'heure, sur ce projet dans lequel Stanley t'avait invité à collaborer, qui était sur les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse un petit peu toute ta production. Et que tu continues, c'est un projet que tu continues aujourd'hui. Oui, c'est un thème qui revient souvent, qui est revenu souvent au cours des années. Et c'est assez curieux parce que c'est jamais hyper volontaire. C'est-à-dire, je suis pas une photographe qui me sent l'obligation de parler d'histoires de femmes. Absolument. Voilà, je trouve qu'on est dans un milieu qui est ouvert. Je trouve qu'il y a des photographes hommes qui font des histoires sur les femmes qui sont incroyables. Enfin, j'aime pas mettre les gens dans des boîtes. Mais curieusement, c'est pas le fait d'être femme qui définit ta photographie, voilà. Cette approche du sujet. Ouais. Et en fait, il y a quelques années, en 2005, j'avais déjà créé avec d'autres filles photographes un petit collectif qui s'appelait Eve. Et on faisait notre premier sujet, c'était sur la maternité. Et on voulait faire que des sujets en fait consacrés aux femmes et puis après on a arrêté pour multiples raisons. Et là, en l'occurrence, on voit une image qui a été faite en Haïti et c'est une collaboration avec Médecins sans frontières où ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà, on voudrait commissionner Bénédicte et puis on lui donne carte blanche pour faire ce qu'elle veut faire en Haïti sur les violences sexuelles et les abus sexuels. Et en fait, j'ai passé 3 semaines. Ils ont fait un travail remarquable parce que pendant 1 an avant ça, ils ont préparé, ils avaient déjà, entre guillemets, casté les gens qui potentiellement pourraient accepter d'être photographiés parce que c'est hyper tabou. Et en fait, on a fait des séries de 4 interviews avant même de faire les premières photos. Et c'était hyper intéressant parce que le fait de se poser, d'avoir la chance de parler à des femmes pendant plusieurs heures, on les a fait en plusieurs fois, mais du coup, pendant 5-6 heures, on récolte, ça leur permet à elles de vraiment se sentir libérées dans leurs paroles, de vraiment se sentir libérées dans leurs paroles. Et puis là, en l'occurrence, c'était elle qui me donnait quelque chose. Et j'ai utilisé les éléments de leur histoire pour faire des photos, des portraits, mise en scène, non victimaire, je crois. Parce que ça, c'est l'une des photos, mais je pense que, j'avais pas du tout envie de faire des portraits qui renforcent l'idée que c'est des femmes qui ont subi quelque chose, mais plutôt des femmes qui ont survécu à quelque chose. Et voilà. Et en fait, toutes leurs histoires m'ont permis de mettre en scène ces images. Donc, merci pour ce partage autour de tes images. Je voudrais juste qu'on termine par un chapitre qui vous tient à cœur aussi à l'agence Nour et avec lequel on collabore aussi avec vous, qui sont les workshops. On va peut-être juste regarder une petite vidéo et puis on va en discuter après.
The goal of the Noor Nikon Academy workshop and masterclass is to support and help young generation of photographers and visual storytellers. Behind every photograph there is a photographer, and the aim of the photographer is what is really important. It should be a combination of a good-hearted person and the willingness of telling a story which is true and relevant and which will make an impact to the world. I applied for this workshop because first I wanted to learn from the experience of photographers. I think it's about sharing experience and allowing them to find a space that is a safe space where they can bounce ideas, brainstorm, take risks. So basically my goal here is to motivate people, to make them see a bit further than what they have seen, to put standard a bit higher, and at the same time getting inspired by the young blood and the young generation. It's a giving and receiving. I feel a lot of energy when I come out of the workshop, because it's like 4 intensive days just talking about photography, which is passionate. Their question in many ways remain, even for us, but maybe we have a bit more conviction and we have maybe a more precise idea on how to handle things. When I'm seeing these young photographers, the very first thing I'm looking at is the aesthetics of the image. I think that I'm looking to see someone who has the capacity to be able to connect me to his story through his images, and I think that, this is what photojournalism really is about. The ethics for me is really the backbone of what we do. If we don't follow strict ethics in our practice, in how we show our work, in the way we handle the picture themselves, I think we are damaging the credibility of the whole profession. The practice of the photographers present during those workshops might give me tools to do my job better and to understand better why I want to do that. I hope that it will bring more voice to the projects that I'm working on. I'm constantly asking them why. I'm sure I'm annoying them a lot, but I think it's really important that they have a really clear understanding themselves of why they're doing the project, and that they can communicate that in with great clarity. We spent a lot of time working on our edits and how to put pictures together just to tell the powerful story that we can. The first time I participated in a Noor Nikon workshop, I was absolutely amazed that Nikon allows people, participants, emerging photographers, to take part in this adventure, human adventure, for free. I think it's close to my values, close to my heart. It's really about the passion for photography and storytelling. Donc juste un mot sur, je crois que c'est assez explicite. Hein. Des bons souvenirs. Ouais. Non, c'était un super atelier photo, et en fait, ce qui est c'est extrêmement touchant. Moi, ça me fait un plaisir fou de voir ces images. Je les avais pas vues. C'est que quasiment tous les participants de cet atelier, je les revois tout le temps. Ils viennent nous voir. Je les ai revus encore une partie hier soir sur un talk que vous faites, parce que vous avez actuellement un événement qui est en cours à l'Institut néerlandais, où vous faites aussi un cycle de conférences, et il y en avait quelques-uns qui étaient présents sur place. Ouais, mais on est devenus potes. Cassia, elle travaille, elle fait un stage chez nous à Amsterdam. Chloé, je suis restée... Enfin, en plus, à chaque fois que je viens à Paris, du coup, j'ai 10 pieds à terre. Non, je plaisante, mais... non, mais ça me fait hyper plaisir. Et surtout, mais ça, c'est réel. Je pense qu'on est l'une des seules agences à faire des ateliers photo, grâce à vous, qui sont gratuits pour les participants. C'est-à-dire que l'argent n'est pas c'est pas le moteur du truc. Et du coup, quand ils arrivent dans ces ateliers photo, ils sont hyper motivés. Ils ont conscience qu'ils ont une opportunité qu'ils n'auront probablement plus. Et voilà. Et on a toujours des groupes qui sont juste exceptionnels, quoi. Exceptionnels. Juste une dernière question. Tu parles de dans l'interview, là, on t'entendait dire que les interrogations de ces jeunes photographes restaient en partie aussi. C'était des questions que vous posiez toujours vous-même. À quoi tu faisais référence exactement ?
Je faisais référence au fait que même après 15, 20, 30 ans d'expérience dans le métier de la photographie, je pense que c'est important de toujours se remettre en question et de considérer que rien n'est jamais acquis. Même moi, ma pratique photographique, elle change. Je change d'appareil. J'essaie de comprendre ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui engage de lourdes responsabilités. C'est pas n'importe quoi d'aller quelque part et de récupérer la parole de quelqu'un et son vécu et d'essayer de le retranscrire. Moi, je me sens vraiment une dette vis-à-vis de ces gens-là. Et du coup, il faut... j'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'effectivement, il faut toujours se remettre en question, faire attention à comment on fait les choses. Et puis aussi, il y a tout le côté économique, c'est-à-dire qu'un jour, on travaille pour une personne, et puis l'éditeur change. Et puis, finalement, les questions qu'ils ont en débutant, moi, j'ai toujours l'impression que ce sont des questions que j'ai encore, qui sont sans arrêt sur la table. C'est un peu ce que disait Pep, finalement, ces ateliers, c'est aussi un échange, c'est donner et recevoir, et peut-être ça vous permet, vous aussi, de vous régénérer, de remettre les choses en perspective par rapport à ce que peuvent apporter aussi des jeunes photographes dans la manière dont ils considèrent ou ils imaginent les choses. Ouais, et puis surtout, on a une génération de jeunes photographes qui sont hyper motivés, qui sont hyper doués visuellement, parce qu'ils ont grandi avec, j'imagine, avec la télé, les jeux vidéo. Enfin, je sais pas, ils ont une culture visuelle qui... je suis pas sûre d'avoir eu leur culture visuelle à leur âge. Donc voilà, et l'idée c'est à la fois moi de me dire waouh, ok, comme on dit en anglais, il souffle dans mon cou, donc de ne pas me rendre confortable dans une espèce de position. Et ouais, c'est génial aussi de les voir évoluer, parce qu'on a sans arrêt des nouvelles. Ils exposent, ils font des super projets, donc ouais, c'est hyper revigorant. Ok, écoute, un grand merci d'être venu partager tout ça avec nous ce matin sur le stand Nikon.